C'est ça, oui. Bonjour et merci d'être présent pour cette rencontre qui est une rencontre de lutte, une rencontre de dessin, une rencontre de résistance et une rencontre autour de l'Iran telle que cette nation est aujourd'hui difficile à comprendre. Donc je vais vous présenter nos invités. On va commencer par Mana Nayestani. Mana est dessinateur, est écrivain, si je peux me permettre de... Vous êtes écrivain ? Vous devriez parler dans le micro, ça serait plus simple. I do not consider myself as a writer, but I'm writing my graphic novels. So yes, I'm kind of writer as well. Pardon, vas-y. Je ne me considère pas vraiment comme un écrivain, mais j'écris sous la forme de romans graphiques, donc on peut dire au final que je suis écrivain. Bahareh Akrami, vous êtes dessinatrice, vous êtes aussi d'origine iranienne, vous êtes là depuis les années 86, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et vous êtes là pour le Femmes, Vie et Liberté, auquel vous avez participé avec Farid Waïd. Bonjour. Vous êtes géopolitologue. C'est ça. Voilà. Et on va peut-être commencer par vous pour comprendre un peu pourquoi ce livre, pourquoi ces deux livres dont on va parler, Lutter par le dessin, pour revenir sur la mort de Mahsa. Il y a 1 an et demi, son meurtre par la police iranienne, la mini-révolution, la petite révolution qui a suivi, qui a échoué, et la situation aujourd'hui. Si vous pouvez nous raconter ça rapidement. Bon, ça n'a pas échoué, mais je dirais pourquoi. Donc, je vais être assez synthétique. Vous aviez sans doute tous vu l'histoire de Mahsa Amini, donc cette jeune femme iranienne qui a été assassinée il y a 1 an et demi, en septembre 2021. Dans les rues de Téhéran pour un voile mal porté. Donc le port du voile est obligatoire en Iran, même si c'est l'une des conséquences du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il y a de moins en moins de filles qui se voilent maintenant à Téhéran, mais ça reste un acte criminel. Donc voilà, c'est un crime de ne pas porter le voile en Iran pour les filles. Le voile qui est obligatoire dès l'âge de 6 ans à l'école et dès l'âge de 9-10 ans pour toutes les filles dans la rue. Et Mahsa Amini, c'était une fille de la province de Sanandaj, du Kurdistan iranien, qui se rend à Téhéran pour rendre visite à des membres de sa famille. Elle a été arrêtée par la police des mœurs, parce que son voile était, ne couvrait pas tous ses cheveux, ce qui est tout à fait normal en Iran, parce que la plupart des filles se voilent comme ça, mais elle a été arrêtée par les policiers. Et elle a résisté à son arrestation, donc elle a été emmenée à un commissariat. Et la suite des événements n'est pas très claire, mais on sait qu'elle a été assassinée par la police des mœurs. Elle aurait reçu des coups sur sa tête. Et cet événement, après, a causé une énorme révolte à l'intérieur du pays. Et dans toutes les provinces, dans toutes les villes, ça a touché toutes les classes sociales, économiques, bourgeois, défavorisés, de toutes les régions, toutes les ethnies du pays. Et voilà, c'est un mouvement qu'on appelle Femmes, Vie, Liberté. C'était le slogan, qui est de base un slogan qui vient des résistantes kurdes contre Daesh, mais qui a été adopté par l'ensemble des Iraniens. Et c'est un très beau slogan. Voilà, ça commence avec le mot « femme ». Et aujourd'hui, les Iraniens avaient beaucoup de raisons ces dernières années pour descendre dans la rue. Il y a la crise économique, la crise politique, la crise sociétale. Mais finalement, c'est pour l'assassinat d'une jeune femme et pour revendiquer la laïcité, la séparation de la politique et de la religion et donc la fin de la République islamique et qui sont sortis dans la rue. Et c'est un mouvement qui est toujours en cours. Donc il ne faut pas avoir une obsession avec les manifestations parce qu'effectivement, il y a moins de manifestations. Mais il y a tout un mouvement de fond qui est en cours au sein de la société. Donc j'entends bien ce que vous dites par rapport à ce que moi je disais, en ayant l'impression que ce mouvement s'était peut-être essoufflé ou en tout cas avait perdu de sa force parce que la répression était quand même terrible. Vous pensez et vous regardez la société iranienne, elle est toujours en mouvement et en contestation ? Et oui, et c'est un peu l'idée principale du livre aussi, c'est essayer de revenir en fait sur cette tendance de fond. L'évolution de la société iranienne depuis la révolution de 79, cette jeunesse iranienne, comment elle s'adapte finalement à la dictature, comment elle s'adapte pour vivre. Et les Iraniens sont très joyeux, hein, ce n'est pas un peuple qui est tout le temps dans le deuil, même si le régime essaye d'imposer ça. Donc voilà, d'essayer d'expliquer la mentalité iranienne. L'Iran, c'est un pays très jeune, la plupart des Iraniens sont jeunes. Il y a eu 1 million de naissances l'année dernière dans le pays, donc voilà, c'est une société qui bouge beaucoup.
Et dans le livre, on revient sur l'histoire de ces étudiantes, de ces étudiants qui sont entrepreneurs, qui malgré la crise économique essayent d'avancer. Bon, malheureusement, beaucoup d'entre eux, la plupart, essayent de quitter le pays, un peu comme moi. Donc ils partent ailleurs, aux États-Unis, au Canada, en France. Mais on voit quand même un mouvement de fond qui ne se limite pas juste au voile. Voilà. Certes, le voile, c'est un peu tout le symbole, on va dire, de la lutte et du régime qui veut contrôler le corps des femmes. Mais voilà, les Iraniens aujourd'hui ont une grande sensibilité à l'écologie, à l'égalité homme-femme, à l'égalité tout court. Donc c'est, je vais dire, le sujet principal finalement qu'on traite dans le livre. Mana, vous avez participé donc à ce livre. Vous partagez cet espoir qui demeure. Et à travers le livre, c'est ce que vous avez voulu raconter, à la fois les faits et aussi la possibilité d'un changement en Iran. You know, actually, I was invited by Marjan Satrapi and other friends to work with in the project, and they asked me to choose the chapters. I had to choose 2 chapters to work, and I worked about the prison, the jail, Evin prison, also psychological war. So I was more focused on these 2 themes, and I tried to deliver my experience through these parts, and I tried to inspired from what is happening in Iran, and most of that's happening in Iran is very, very hopeful for me. So I share this feeling with Farid. I agree. There is a new generation is coming with different ideas, and they cannot take any more control. It's not easy to control them, to rule them. And to me, it's like it's more than, you know, a movement. It's more than a revolutionary movement. It's like a renaissance. It's a big change. Je vous laisse traduire. En fait, pour ce livre, Femmes, Vie, Liberté, j'ai été invitée par Marjan Satrapi et par d'autres amis qui travaillaient sur le projet. Ils m'ont demandé de choisir 2 chapitres sur lesquels me concentrer pour ce travail, et j'ai choisi de me concentrer sur 2 aspects. D'abord, celui de la prison, en particulier la prison d'Evin, et la guerre psychologique. Donc ce sont vraiment ces 2 aspects sur lesquels je me suis concentrée en essayant de puiser dans mon expérience personnelle, mais aussi par tout ce qui se passait autour de moi en Iran. Et de façon générale, dans tout ça, pour moi aussi, j'ai beaucoup d'espoir. Donc je partage avec vous cet espoir. Je suis d'accord pour dire qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec des idées nouvelles, qui ne peut plus tolérer le contrôle qu'on essaye d'exercer sur eux. C'est une génération qui n'est pas facile justement à contrôler, mais je dirais que pour moi, plus qu'un mouvement, plus qu'une révolution, il s'agit vraiment d'une renaissance. Le thème de cette table ronde, c'est lutter par le dessin. Vous avez bien raconté, vous avez connu la prison avant de partir, avant de vous exiler. Vous avez connu la violence de la prison. Vous avez connu ce qui peut être peut-être le désespoir d'être emprisonné. Comment le crayon raconte ça et donne de l'espoir justement, Mana ? You know, this is the only way that this is the only thing that I know. It is only skill that I have, you know. And I believe that we have nothing but hope.
you know, we ought to have hope, you know. Some days I'm more pessimistic. Some day I'm more optimistic. But overall, when I see the new generation, when I see the tendency for freedom inside Iran, I push myself to work and work harder. Many youngsters in Iran have been killed, died, or jailed, and I'm thinking that there is no way for losing the hope. I need to work. So they inspired me with their courage, with their actions, and everything, with their spirits. That's it. En fait, dessiner, c'est la seule chose que je sais faire. C'est la seule compétence que j'ai. Et en fait, quand on n'a rien d'autre que l'espoir, il faut continuer à espérer. Il y a des jours où je suis pessimiste, d'autres jours où je suis plus optimiste. Mais de façon générale, quand je vois la nouvelle génération, quand je vois toutes ces nouvelles tendances et de combat vers la liberté, ça me pousse à travailler et à travailler encore plus dur. Il y a beaucoup de très jeunes gens qui sont tués, qui sont emprisonnés. Et quand je vois ça, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas moyen que je perde l'espoir. Ça m'inspire, ça me donne le courage de continuer en voyant leurs actions, tout ce qu'ils font et surtout l'esprit qui les anime. Bahareh Akrami, vous êtes aussi dessinatrice. Vous avez choisi dans cet ouvrage de raconter des figures dramatiques qui ont perdu la vie pendant cette révolte. Pourquoi ce choix ? Alors, pas que. Pas que, mais c'est l'un des chapitres les plus impressionnants du livre. Oui. Alors, c'est des portraits en fait de manifestants. Alors, donc, certains sont décédés, effectivement, mais c'est aussi le portrait des journalistes, notamment de 2 journalistes en fait, qui ont contribué à faire que cette révolution elle se déclenche. Il y a le portrait aussi d'autres manifestants comme Too Much qui n'est pas décédé. Et c'est important en fait justement de ne pas être juste sur cette idée que ça serait que des personnes décédées, parce que comme l'a dit Farid et comme l'a dit Mana juste avant, cette révolution, son slogan c'est Femme, vie, liberté, il y a vie dedans et elle est très axée vers la vie, vers la joie, et ça c'était d'ailleurs très différent. On n'est plus dans ce truc de martyr, de voilà comment dire, ce truc voilà, oui, qui ce désespoir qui serait obligatoire, alors que vous allez plutôt sur la vie sur la vie et effectivement sur l'espoir. En fait, moi je dirais l'espoir en fait c'est un acte politique, c'est un acte de résistance. On ne peut pas s'arrêter d'espérer et on ne se demande pas est-ce qu'on a le droit d'espérer parce que là la révolution elle se passe bien ou ça s'arrête. Je vais vous dire, vous savez, dans la culture zoroastrienne pré-islamique, elle est fondée sur la notion de garder le feu. Dans les temples, on gardait la flamme allumée et cet espoir, en fait, c'est cette flamme qu'on est en train de garder allumée jusqu'au prochain vent, parce qu'il va arriver et qui relancera la flamme et fera que ce régime tombera enfin. Donc c'est pas une mini-révolution, c'est vraiment une révolution importante et rien ne l'arrêtera, je pense. Quand on reste sur lutter par le dessin, ou lutter contre le destin, est-ce que vous adressez plus particulièrement aux Iraniens qui sont là-bas, plus particulièrement aux Européens, aux Américains, aux autres habitants du monde, pour leur dire « Regardez ce qui se passe ». Quelle est la destination de votre travail quand vous vous mettez à la table ? Alors, moi, quand je dessine chez moi dans mon appartement parisien, je n'ai pas l'impression de lutter.
Je dirais qu'en fait, dans un premier temps, je le fais d'abord pour moi parce que c'est la seule chose que je peux faire pour combattre ma culpabilité et ce sentiment d'impuissance. Après, effectivement, modestement, quand je dessine, quand je mets mes dessins sur l'Iran notamment, donc pas que dans ce livre, mais sur les réseaux sociaux, l'idée, c'est vraiment, donc de façon modeste, de relayer en fait la voix de nos compatriotes et d'informer les gens ici de ce qui se passe là-bas. Donc le livre d'ailleurs avait une double vocation pour le coup, parce qu'il faut savoir qu'il a été traduit en farsi et mis à disposition gratuitement en ligne pour les Iraniens. Donc ceci s'était fait pour que justement les Iraniens en Iran sachent qu'on ne les oubliait pas. D'ailleurs, il a été publié au moment des 1 an de la mort de Mahsa Amini. Ce qui était assez important, c'était pour leur dire, regardez, on est là, on parle de vous, on ne vous oublie pas, parce que leur histoire, eux, la connaissent, en fait, on leur apprend rien. Et après, effectivement, dans un deuxième temps, c'était pour relayer cette voix et faire connaître le combat des Iraniens à travers le monde, puisqu'il est traduit en plein de langues, et justement pour qu'on ne dise pas que c'est fini, quoi. C'est toujours là et ça continue. Mana, je vous poserai la même question. Quelle est la destination première quand vous vous mettez à dessiner, à réfléchir, à vouloir raconter, à faire ce récit-là? C'est les Iraniens de l'intérieur ou c'est la communauté internationale? Honestly, first goal was the non-Iranian audiences. If you are talking about Femme Liberté book, because most of Iranians, you're inside of the events, they know everything, most of the things. So the first goal was non-Iranian. But there is an important thing. After a while, after 1 year, 2 year, 3 year, 5 years, many events, many happenings, they will be forgotten. And it's important that we documentize them, we, write them, we memorize them, I can say, to transfer to the next generation. In Iran, the authority tried to erase the memories, erase the history and everything, and we need to fight with that. Yes. So it's for Iranian as well. Honnêtement, d'abord, si on parle de Femme, Vie, Liberté, mon premier objectif était de travailler pour les gens hors d'Iran, pas pour les Iraniens, parce que les Iraniens connaissent ce qui se passe chez eux. Donc mon premier but était de m'exprimer pour les non-Iraniens. Mais il y a un fait aussi, c'est que quand les années passent, après 1, 2 ans, même 5 ans, très rapidement, il y a des événements qui sont oubliés. Donc, il est très important de documenter ce qui se passe. Donc, c'est un aspect de mon travail, c'est documenter, faire acte documentaire. Les autorités en Iran essayent d'effacer les mémoires, d'effacer l'histoire. Et c'est ce que je voulais combattre. Donc, j'écris pour qu'on puisse garder en mémoire et qu'on puisse transmettre à la génération suivante. Donc c'est aussi pour les Iraniens. It didn't start in 2022. It started many years ago. We had big demonstrations in 2009. Many young Iranians take part in this recent revolutionary movement. They even don't remember 2009, what happened 2009. It's like repeating a circle. We need to make it continuous. It's important to remember what happened before, to avoid of repeating the mistakes, to
correct way. En fait, la révolution n'a pas commencé en 2022, elle a commencé bien avant, des années avant. En 2009, nous avons eu de très grandes manifestations. Les jeunes gens qui ont participé à toutes ces manifestations de 2022 ne se rappellent souvent même pas ce qui s'est passé en 2009. Donc on se retrouve à répéter indéfiniment la même chose, comme un cercle qui se répète. Et donc c'est important de pouvoir se rappeler ce qui s'est passé avant, pour éviter de répéter les mêmes erreurs et pouvoir corriger ce qui va arriver ensuite. Mana, je reste avec vous. Un dessin dans votre vie a changé votre vie, vous a envoyé en prison, vous a obligé à quitter votre pays, alors que c'était un dessin pour enfants. Toujours dans l'idée de la lutte par le dessin, des fois c'est payé cher. Est-ce que je vous poserai la question à vous aussi, est-ce que c'est inscrit dans ce métier, dans cette action artistique, d'avoir à côté de soi ou la peur ou l'inquiétude? Vous pouvez peut-être nous raconter juste l'histoire du dessin qui vous a envoyé en prison rapidement. No, it's complicated. You know, I put all the events in a book, Metamorphose Iranian, published 2012. So to avoid repeated, to retell it. Each time I try to start to give a summary, I got confused which step I should start with or what was the real details. You know, a lot of details, a lot of coincidence, a lot of misunderstandings and backgrounds happened. So, but in short, to me it was an innocent, small illustration for children, which became a pretext for Azeri people, you know, they are Turkish ethnic of Iran, to use that and come to the streets and do demonstrations against discriminations, against the authority, against the government. On peut peut-être traduire juste cette partie pour que le public comprenne. Donc cette histoire est compliquée. J'ai en fait raconté toute l'histoire de cette illustration qui m'a envoyée en prison dans un livre qui s'appelle Une métamorphose iranienne, publié en 2012. Et quand on m'interroge sur cette histoire, j'essaye d'éviter de me répéter et j'essaye de faire un résumé efficace. Mais en fait, très rapidement, je suis confus parce que je ne sais plus par quelle étape commencer, parce qu'il y avait beaucoup de détails, de coïncidences, de malentendus qui ont mené à cette situation. Mais en gros, ce que je peux dire, c'est que c'était pour moi une petite illustration tout à fait innocente pour les enfants qui a servi de prétexte pour une ethnie turque d'Iran pour faire des manifestations et protester contre de la discrimination à leur encontre. Donc j'enchaîne sur la suite. Vous allez en prison, vous échappez, vous vous exilez, vous traversez plusieurs pays jusqu'à la France. Et je reviens sur cette question. Le prix à payer du dessin politique, du dessin de contestation, du dessin de résistance est quelquefois, pour vous en tout cas, très lourd à payer. Again, I repeat, I remember many Iranians, many young Iranians, they've been killed in Iran for achieving the freedom, and I think I've done nothing really. It wasn't really what is called high payments. I don't know. You know,
this is being born. This is being born in Iran and being cartoonist, Iranian cartoonist, as Iranian cartoonist. This is what it is, you know. Hard to say. It's very hard to say to me. You're being born as Iranian cartoonist, and you have to, and it has some some consequences. Growing up in a dictatorship, trying to work free, it has consequences. C'est la vie. Je vais me répéter, mais beaucoup d'Iraniens, d'Iraniennes sont morts en essayant d'accomplir leur liberté. Moi, j'ai l'impression que je n'ai rien fait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de lourd prix à payer. Je dirais simplement que être né en Iran, être un illustrateur iranien, c'est ça. Voilà ce que c'est. C'est difficile à exprimer, mais oui, c'est les conséquences de être tout simplement un illustrateur iranien, d'avoir grandi dans une dictature, d'essayer de travailler librement. Ça a des conséquences, c'est la vie. Barré, pour rester un peu dans ce thème-là, vous dites que vous n'êtes pas quand vous vous mettez à la table, que vous n'êtes pas en acte de résistance ou de militant, mais vous êtes dessinatrice. Mais est-ce que vous pensez quand même que ça va faire bouger les choses? Est-ce que, au bout du crayon, il y a une théocratie qui pourra vaciller? Alors, j'ai pas dit que c'était pas un acte de résistance. J'ai dit que c'était le mot lutter, c'était un peu fort, mais que effectivement, je le faisais quand même pour agir et voilà, et que mon objectif c'était quand même quelque part de transmettre voilà quelque chose. Et puis, comme l'a dit Mana, il y a ce sujet de mémoire aussi. Après, effectivement, c'est surtout que le mot lutter ici en France, ça a un peu quelque chose d'indécent parce que, comme Mana vient de le dire, lui. En fait, dessiner en Iran dans une dictature, c'est autre chose que dessiner aujourd'hui ici en France, quoi. Donc, faut pas se tromper non plus. Même si, donc, on sait qu'en 2015, il s'est passé des événements tragiques en France. C'est quand même pas la même chose. Pour moi, de dessiner ici, j'encours beaucoup. Enfin, quasi aucun risque, alors qu'en Iran, c'est pas du tout la même chose. Donc, faut remettre quand même les choses à leur place. Après, excusez-moi, votre question c'était oui, donc résister et oui, et pour la mémoire parce que effectivement, donc il y a certes eu en 2009 aussi des manifestations, mais encore plus loin dans les années 80. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans parce que mes parents ont été contraints de s'exiler parce que justement dans les années 80, il y a eu plus de 20 000 exécutions en Iran par le régime et voilà. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas tout ça. Et donc, on a effacé cette mémoire. Et d'ailleurs, même en Iran, vous savez, on efface les tombes. Le régime efface les tombes de ces gens-là, construit des immeubles au-dessus pour effacer cette mémoire de lutte. Et ce qui est important, voilà, en dessinant et en racontant, c'est de transmettre cette mémoire pour les générations à venir, quoi. Farid, vous savez comment, par exemple, a été reçu cet ouvrage en Iran et surtout, est-ce que la jeunesse est sensible à ces dessins, à ces messages qui sont envoyés de l'extérieur du pays? Vous me posez une question assez difficile. Non, je n'ai pas vraiment un avis sur comment ça a été reçu parce qu'il n'y a pas, en tout cas scientifiquement, il n'y a pas de manière de savoir, il n'y a pas des chiffres qui seront publiés. Le livre est accessible, la maison d'édition a mis le livre accessible sur Internet. On sait que les Iraniens sont très connectés sur leur sensibilité, effectivement, mais ça a été déjà dit. C'était la deuxième vocation du livre aussi. Ils regardent ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peuple qui est très connecté. Ça peut paraître paradoxal parce que c'est un régime qui ferme tout. Tout est censuré, mais en même temps, les Iraniens sont très connectés. Je parlais il y a quelques semaines à une amie qui avait déjà vu Anatomie d'une chute avant moi.
Donc moi j'étais allé au cinéma voir le film avant qu'elle avait déjà téléchargé le film. C'est un peuple qui regarde ce qui se passe dans le monde, qui est sensible à la production culturelle, artistique. Donc voilà, l'objectif c'était de montrer, elle a dit qu'il y a des gens en France, une maison d'édition française et des dessinateurs de plusieurs nationalités qui ont travaillé sur un projet pour eux, pour raconter leur histoire. Donc effectivement cette sensibilité-là existe. Et je me souviens l'année dernière, il y a 1 an et demi, quand il y avait eu des célébrités françaises qui se coupaient les cheveux pour les Iraniennes, beaucoup de gens en France se moquaient un peu d'elles. Moi, je trouvais ça bien parce que c'est déjà mieux que rien. Déjà, on fait chacun ce qu'on peut. Et l'acte symbolique est important. La République islamique, les dictatures, c'est aussi des tabous, c'est des images, c'est des symboles. Donc, le symbole a son importance. Tout ne passe pas par les armes et les armées. Et est-ce que vous avez connaissance de dessinateurs qui sont encore en résistance là-bas, ou c'est vraiment très 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 compliqué Non. Avec les réseaux sociaux, ils arrivent à faire circuler. Il ne faut pas avoir aussi une image cliché de l'Iran, d'un Iran qui serait complètement sombre, où il n'y a pas de production artistique, où pas de presse. Je trouve que la presse iranienne, mine de rien, c'est une presse très riche. Donc s'il y a des gens entre vous qui veulent s'intéresser à l'Iran, n'hésitez pas à prendre le persan, parce que il y a beaucoup de sources intéressantes en Iran. Non, il y a une production culturelle, le cinéma iranien est très épanoui, et malgré, il y a la censure, évidemment, et sans la censure, ça aurait été beaucoup mieux. Et des cinéastes en prison. Et des cinéastes en prison, comme Jaffa Panahi, tout à fait, qui est à la prison d'Evin, et c'est pas le seul. Et il y a des dessinateurs, des dessinatrices, il y a des caricaturistes en Iran qui font leur travail malgré les problèmes. Bon, souvent après, je pense que Mano pourra le dire, mais ça suit plus ou moins le même schéma. Donc la personne, à un moment donné, va être emprisonnée. Et c'est triste, c'est un peu cynique. Après quelques années de prison, il sort et il va être interdit d'activité en Iran. Donc il va chercher de quitter le pays pour pouvoir continuer ses activités. On va passer au deuxième ouvrage, Mana, qui s'appelle Les oiseaux de papier. Je vous laisse raconter cette histoire qui est assez extraordinaire dans le sens de ces hommes qui traversent les montagnes comme des porteurs. Ce sont des porteurs et au risque de leur vie à la frontière irakienne et iranienne. Je vous la laisse raconter. This is my favorite book. I love it, kind of. It's a sad, dark, but adventurous one. And it's based on real things that are happening in the mountains of Iranian Kurdistan. You know, there are some porters taking goods from Kurdistan, Iraq to Iran, you know, for the smugglers and for little amount of money. And they're facing a lot of dangers, you know, avalanche, floods and river floods, especially frontier guards, they shoot them, you know, something like that. And, you know, it's happening many years. It's nothing new, and nothing's changed about their situation. This is the sad thing. When I started to thinking about this subject, you know, as a editor of cartoons, I was working cartoons about this subject many times. At some point, I decided to make a story about them, to draw the attention. And it was about, I think, 2016, 2017. After 5 or 6 years, it's been published as a complete book, and nothing's changed. It was still new, you know, and the tragedy is still happening in the mountains of Kurdistan. C'est mon livre préféré parmi mes livres. C'est un sujet très triste, mais c'est aussi un livre avec beaucoup d'aventures. C'est quelque chose de réel, hein. C'est basé sur des faits réels. Ça se passe dans les montagnes du Kurdistan iranien, à la frontière irakienne. Il s'agit de porteurs qui traversent le Kurdistan, donc depuis l'Irak vers l'Iran, pour rapporter des biens sur leur dos.
pour une somme dérisoire d'argent en échange et en traversant de très nombreux dangers dans la montagne, dont des avalanches, des inondations, mais aussi des gardes frontières qui tirent sur eux. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui se passe depuis de nombreuses années, auquel je pense moi-même depuis longtemps. En termes de travail éditorial, j'ai commencé à réfléchir à ça autour de 2016 parce que je voulais attirer l'attention sur ce qui se passe dans cette région. Donc j'ai commencé à travailler dessus en 2016-2017. Ça a été publié après 5 ou 6 ans en tant qu'ouvrage complet. Et dans l'intervalle, aucun changement n'a eu lieu. Donc cette tragédie continue dans les montagnes du Kurdistan. Dans ce livre, il y a beaucoup d'hommes, puisque ce sont des hommes qui partent traverser, ce sont des hommes qui vont mourir. Mais il y a 2 femmes. Il y a la mère d'un jeune homme qui a été tué par les gardes frontières. Il y a aussi une femme qui attend le retour de son mari qui transporte aussi ses lourdes de charge. En Iran, aujourd'hui, ça viendra peut-être de la femme, vous pensez à un changement? Est-ce que c'est une manière de nous raconter ça aussi, que dans cette société, les femmes peut-être feront l'étincelle? Yes, of course. I lost the first of the quiz, the first part of the. Men, but also to women. Yes, actually there are cool by women as well. Some women who take goods and cross the frontier, but mostly it's a man job. Mostly there are men in this business. I prefer showing the group of men doing that, and I emphasize a female character which represent the wishes, the dreams, the hopes that women make in Iran, women have in Iran. So, for the second part of the questions, I always believe, more than 10 years, I believe that if any change would happen in Iran, it would started with women. Because the structure of the authority in Iran is kind of patriarchy, based on a big father, supreme leader. So if women, achieve their freedom and the equality and crush this system of patriarchy, I think the whole system collapsed. So it's based on the women fights, really. It's nothing new. Oui, bien sûr. À propos de votre question sur les femmes et le changement. Pour revenir à la première partie de la question sur ce transport de marchandises dans le Kurdistan, il y a aussi des femmes qui font ce travail difficile, qui traversent la frontière pour ramener ces marchandises, mais c'est principalement un travail d'hommes. Moi, je préférais me concentrer sur, d'un côté, le groupe d'hommes qui faisaient ce transport de marchandises, et de l'autre côté, ces personnages féminins qui représentent les espoirs, les souhaits, les rêves des femmes en Iran. Et ça fait le lien avec la deuxième partie de votre question. Oui, j'ai toujours cru, je crois toujours, que c'est par les femmes que le changement se fait, parce que la structure de l'autorité en Iran, c'est le patriarcat. C'est un système dans lequel on a un père très fort, on a le guide suprême, on a tout ça, c'est le patriarcat. Et donc, si les femmes arrivent à arracher leur liberté, leur égalité, tout ce système patriarcal s'effondre. Donc, ce sont les femmes qui sont à la base de ce changement, mais ce n'est pas une idée nouvelle. Non, ce n'est pas une idée nouvelle, mais c'est Bahareh, j'imagine que vous la partagez.
Que c'est les femmes qui sont effectivement... Non, mais... c'est ce que Marjane Satrapi dit aussi dans l'introduction du livre. C'est un pouvoir très phallocratique. Et Oui, comme ça tout à fait. Après, je pense, mais j'ai l'impression, mais encore une fois, moi je vous dis ça vu d'ici, j'ai l'impression que les jeunes en Iran, ils ont un peu aussi dépassé ça. Ils ont compris que, en fait, la condition de la femme, c'est pas que c'est pas que le sujet de la femme elle-même. Donc c'est pas à elle de lutter toute seule en fait pour sortir de ça, mais que c'est une condition en fait justement pour atteindre la liberté pour tous. Et je pense que justement cette révolution, c'est ça qu'elle a montré, c'est que voilà, il y a les hommes et les femmes sont ensemble dans cette lutte, quoi. Mais effectivement, ça passera par là, quoi, puisque c'est une société de ségrégation patriarcale, tout ce que vous voulez, quoi. Oui, parce que le prix à payer par les femmes est quand même très fort. On pense à Massa. Oui, parce que c'est elle qui... voilà, alors si on prend le voile qui est le symbole le plus visible, en fait, de cette oppression sur le corps des femmes, justement, et le refus, en fait, le refus du voile, parce que c'est le refus du port obligatoire du voile et le refus de porter ce voile, c'est aussi pour montrer, en fait, le refus de la domination masculine dans l'espace public, quoi. Donc, oui. Farid, sans faire de la science-fiction, vous imaginez les mois, les semaines, les années qui suivent de cette révolution et vous y voyez un peu d'espoir, vous aussi, mais vous y voyez des faits politiques qui laissent entendre que ça pourrait vaciller? Du coup, je vais être obligé de faire un peu de science-fiction parce que je ne sais pas comment ça... Non, dans l'avenir proche, c'est une situation, il ne faut pas se mentir, tendue dans la région, due à la guerre en Israël. Donc, écoutez, c'est un sentiment qui peut paraître paradoxal. Il y a beaucoup d'espoir, mais beaucoup d'inquiétude. C'est une dictature féroce, beaucoup plus que la Russie ou d'autres dictatures qu'on peut avoir en tête. Et c'est des gens qui sont prêts à tuer, beaucoup, pour rester au pouvoir. Donc un changement de régime en Iran, c'est pas quelque chose de simple. Il ne faut pas banaliser ça. C'est pas une histoire de quelques manifestations, parce que encore une fois, en face, vous avez un système qui est prêt à tuer beaucoup de gens pour rester au pouvoir. D'ailleurs, c'est pas que des religieux. Voilà, encore une fois, il ne faut pas tomber dans des clichés. C'est tout un système d'oligarchie qui est maintenant très militarisé, avec des gens qui ont des intérêts économiques. Et un chapitre dans le livre, d'ailleurs, sur les enfants de ces personnes qui ont des intérêts économiques et majeurs. Donc voilà, vous avez ces personnes-là qui gouvernent l'Iran en ce moment. Vous avez une majorité absolue de la société qui est contre et qui sait un peu ce qu'il veut. Il veut la séparation de la religion de la politique. Et c'est une jeunesse très séculaire, qui n'est plus du tout religieuse, qui n'est pas pratiquante. On voyait les images cette année en Iran. Voilà, les gens ne jeûnent plus du tout en Ramadan, tandis que c'est encore un acte criminel, comme le voile. Donc voilà, on voit que le fait religieux est en train de disparaître au sein de la société. Et voilà, pour revenir sur l'avenir, ce qui est sûr, c'est que c'est un mouvement qui ne... Voilà, il n'y a pas de retour en arrière, la sécularisation de la société. Ce qui veut dire donc un problème majeur pour le régime, qui est un régime qui impose la religion. Après, il y a des points d'inquiétude. Au-delà de la révolte, il y a aussi une forme, peut-être maintenant, d'espoir et de désespoir. Le côté désespoir, ça pousse les Iraniens à partir au lieu de rester. Donc ça, c'est jamais bon pour une société quand l'élite du pays quitte le pays. Et voilà. Sinon, pour faire de la science-fiction, quand le guide va mourir, et il ne manquera pas de mourir parce qu'il est vieux, je pense que si d'ici là, le régime n'est pas tombé, ça sera un moment compliqué, très compliqué pour le régime, voilà, de faire cette transition. Mais non, on ne doit pas se poser ce genre de questions, si je puis me permettre. En fait, moi, je pense que nous, Iraniens, franco-iraniennes, et vous, Français, on a chacun un rôle à jouer. Voilà, faut plutôt se concentrer sur ça. Parce que si on se demande voilà, qu'est-ce qui va se passer dans 4-5 ans, ça pousse finalement à une forme d'inaction et de ce que j'appelle un peu, c'est la stratégie du Quai d'Orsay, de wait and see. Voilà, on attend et on verra. En fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ça faut faire, chacun à sa manière. Donc, une maison d'édition, c'est d'aider des gens à faire un livre. Des chercheurs, c'est de faire leurs recherches. Voilà, chacun fait sa part de responsabilité. C'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses.
Je me permets quand même, Mana, de vous demander votre avis. Quel est l'avenir de l'Iran et est-ce que vous allez rentrer, est-ce que vous imaginez votre retour au pays? Oh, I try not thinking about that because you know it could paralyze you. You thinking about going back home. You pack your thing, ready to go, and it's not happening soon, probably. So it could make you disabled, make you distracted. So I try to live my life day by day and try to be hopeful and try to do my part. My part is not a big part, not very big part, but it is my part, and I believe each person, each Iranian has to do his part to make a difference, to make. And I believe it's my opinion that the Iranian regime right now, it's like, if you remember the World Trade Centers, the Twin Towers, just 1 minute after crushing the airplane, it seems standing, but it's about to collapse. I think something like that happened in 2022 with Femmes Vie Liberté movement. It's really damaged and it's ready to collapse. When it happen, when will it happen? I don't know. J'essaye de ne pas trop penser au fait de retourner en Iran. C'est paralysant d'y penser. Quand dans votre tête vous vous dites je me prépare à rentrer et que vous réalisez que c'est pas près d'arriver, ça peut vous handicaper, vous distraire, vous retirer vos moyens. Donc à l'inverse, j'essaye de me concentrer pour travailler au jour le jour, pour faire ce que je peux à ma mesure. Ce n'est pas grand, mais c'est mon rôle à jouer. Et je crois que chaque Iranien, chaque Iranienne a un rôle à jouer pour faire une différence. Et mon opinion sur l'avenir du régime iranien, je ne sais pas vraiment, mais je pense au World Trade Center. Vous vous rappelez ces 2 tours quand elles se sont effondrées. Juste avant, on avait l'impression qu'elles tenaient encore debout, mais en fait, elles étaient prêtes à s'effondrer. Et c'est un peu la même chose depuis ce qui s'est passé en 2022 avec le mouvement Femmes Vie Liberté. Le régime, le système sont vraiment abîmés. Ils sont prêts à s'effondrer, mais dire quand, je ne sais pas. Merci à tous les 3. Je rappelle les 2 ouvrages. C'est Femmes, Vie et Liberté à l'Iconoclaste sous la direction de Marjane Satrapi et Les Oiseaux de papier de Mana Nayestami aux éditions Arte. Merci à vous 3.